une maladie chronique aujourd'hui que le cancer du sein métastatique, une maladie devenue chronique grâce aux récentes innovations, mais avec toutes les difficultés que cela suppose, physiques, psychologiques, sociales, familiales, etc. Nous allons donc aborder tous les aspects de ces problèmes pendant ces 2 heures avec des spécialistes de l'Institut Curie et puis avec des associations présentes à nos côtés aussi, des associations membres du collectif 1310. Elles vous expliqueront tout à l'heure ce qu'il en est. Et donc, l'Institut Curie est entièrement mobilisé avec ses équipes. Ils allient soins et recherche. C'est le premier centre en France de prise en charge des femmes atteintes de cancer du sein. Il est entièrement mobilisé pour assurer aux patientes la prise en charge personnalisée la plus complète possible. Et professeur Fumolo, vous êtes le directeur de l'ensemble hospitalier de l'Institut Curie et votre présence à nos côtés témoigne justement de cette mobilisation. Merci, je pense que tout le monde m'entend. Donc merci Madame Meunier pour cette introduction. Effectivement, en tant que directeur général de l'ensemble hospitalier de l'Institut Curie, je voudrais remettre, si vous voulez, le contexte du cancer du sein métastatique. Premier élément, comme vous le savez, le cancer du sein est un vrai problème de santé publique en 2020. Je vous rappelle que l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an, est aux alentours actuellement de 59 000, avec 12 000 décès par an liés à cette maladie. Élément important, l'âge au diagnostic est à peu près de 63 ans. 80% des cancers du sein surviennent après l'âge de 50 ans. C'est un cancer pour lequel la survie est aux alentours de 85-87% à 5 ans et de 76% à 10 ans, mais tout confondu, quel que soit l'âge et le type de cancer. Premier élément peut-être à dire d'emblée, le cancer du sein n'est pas une maladie homogène. Depuis les années 2000, on sait qu'il existe non pas un cancer du sein, mais des cancers du sein, et c'est un élément important à prendre en compte. Il y a certes des cancers du sein localisés, vous l'avez dit, et des cancers du sein qui vont devenir métastatiques, et on pense actuellement qu'entre 15 et 20% des cancers du sein vont développer des métastases, ce qu'on appelle le cancer avancé, dans un temps qui peut aller de 2 ans jusqu'à 20 ans. Et en fonction de chaque type de cancer, l'origine ou disons l'apparition de ces métastases peut varier au fil du temps. Donc, pourquoi l'Institut Curie est légitime pour prendre et pour discuter de ce cancer du sein métastatique? Comme vous le disiez, Madame, l'Institut Curie, l'ensemble hospitalier, est non seulement le premier centre français en termes de recrutement, mais aussi le premier centre européen, et il faut le dire, avec environ 3400 nouveaux cas annuels, des nouveaux cas de cancer du sein. 7500 femmes sont en cours de traitement actuellement à l'Institut Curie, et je vous rappelle que cette prise en charge des cancers du sein se fait sur les 3 sites maintenant. Le site de Saint-Cloud pour la chirurgie, l'oncologie médicale et la radiothérapie, le site de Paris rue d'Ulm à la fois pour le traitement par oncologie médicale, chirurgie et radiothérapie, et le site d'Orsay qui était orienté sur la protonthérapie a depuis maintenant 1 an et demi un service de radiothérapie où on peut traiter donc les cancers du sein. Donc nous avons de ce fait toute légitimité pour parler du cancer du sein en général et aujourd'hui du cancer du sein métastatique. Et vous l'avez dit, ce cancer du sein métastatique est devenu une maladie vraiment chronique grâce aux améliorations notables des médicaments qui permettent sa prise en charge. Alors au niveau des médicaments, et vous le verrez, les stratégies thérapeutiques après. Oui, avec Madame Sablin. Ah, vous verrez, il y a différentes parties que sont des produits de chimiothérapie, d'hormonothérapie, de thérapie ciblée, voire d'immunothérapie. Et donc notre arsenal thérapeutique s'est amélioré
tout en améliorant aussi les effets secondaires. Et on a vu avec l'herceptine dans la maladie HR2 une amélioration considérable de l'espérance de vie de nos patients. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'existe pas un cancer du sein, mais des cancers du sein. Et en fonction de chaque type moléculaire de cancer du sein, on aura une thérapeutique adaptée au moment de la maladie métastatique. Donc, il faut être sûr du typage moléculaire de notre maladie. Le cancer du sein, ce qui est fait classiquement, bien sûr, dans beaucoup de centres, en particulier à Curie, et en plus, actuellement, l'apport de l'oncogénétique, qui est à la fois sur la tumeur et aussi au niveau germinal, pour rechercher les facteurs de prédisposition héréditaire familiale. Élément important aussi au niveau de l'Institut Curie, c'est la surveillance des cancers du sein, pour détecter le plus rapidement possible la métastase. Et on part du principe en cancérologie que plus une récidive est vue tôt, plus les chances d'avoir une augmentation de la survie est importante. Donc il faut savoir les diagnostiquer tôt. Et ce suivi se fait certes à l'Institut Curie, mais aussi en collaboration avec la médecine de ville, les gynécologues de ville, savoir un petit peu alterner cette surveillance. Et pendant toute la crise Covid, cette surveillance s'est faite tout simplement par les téléconsultations. Et on a vu le rôle très important joué par la téléconsultation, permettant à nos malades d'être surveillés sans venir forcément à l'Institut Curie. Surveillance par les médecins et bientôt aussi, et dans quelques cas, surveillance par des infirmières, qu'on appelle les infirmières de pratique avancée, avec des délégations de tâches de médecins vers des infirmières. Élément important pour nous à l'Institut Curie, c'est qu'on garantit à nos patients l'accès à l'innovation. L'accès à l'innovation, c'est certes des molécules qui sont actuellement disponibles grâce à des autorisations récentes de mise sur le marché, mais surtout offrir à nos patientes des études thérapeutiques qui permettent d'évaluer de nouveaux médicaments, comme actuellement on va y revenir aussi avec Madame Sablin. Nouvelle hormonothérapie, antidrogue conjuguée. Donc il y a plein de médicaments qui apparaissent en immunologie par exemple, et c'est le rôle de l'Institut Curie, grâce à cette articulation entre la recherche précoce, la recherche fondamentale à travers la recherche rationnelle, de pouvoir permettre à nos malades d'accéder à ces améliorations et à ces innovations thérapeutiques. Et enfin, élément important qui est, on traite certes une tumeur, mais on traite aussi et surtout des patientes qui ont une tumeur évoluée. Donc c'est le rôle, et Carole Boulogne ne dira pas le contraire, de tout ce qu'on appelle les soins de support qui permettent d'accompagner nos patientes au cours de cette maladie métastatique, qui est une maladie, comme vous l'avez dit, assez longue, chronique, et il faut agir sur la douleur, la nutrition, l'activité physique, le maintien de l'emploi et les soutiens, bien sûr, psychologiques. Et assurer la meilleure qualité de vie à ces femmes. La meilleure qualité de vie, vous avez raison. Donc, voilà ce que l'Institut Curie peut offrir à ces patientes atteintes de cancer du sein métastatique dans un processus qui n'est pas uniquement un processus de traitement, mais de prise en charge globale de nos patientes atteintes de cancer métastatique. Alors, juste un petit mot pour terminer. On n'a parlé que des femmes, mais il existe aussi quelques cancers du sein métastatiques chez l'homme. Une centaine de cas par an. Ah, voilà, exactement. Il ne faut pas les oublier, car ils ont droit aussi, eux, à des traitements, bien que ce ne soient pas des femmes atteintes de cancer. Je vous remercie, madame. Merci, monsieur Fumolo, infiniment pour ce préambule et cette introduction très, très globale. J'appelle maintenant le docteur Marie-Paul Sablin, qui est oncologue médical et chef du service de l'unité d'investigation clinique du département d'essais précoces de l'Institut Curie. Madame, le professeur Fumolo l'a dit, on a fait énormément de progrès ces dernières années, très, très sommairement, parce qu'on ne peut pas y revenir en détail, parce qu'on va
on va ensuite entrer dans le traitement médicamenteux des maladies métastatiques, mais très sommairement sur la compréhension de ces maladies métastatiques, le diagnostic aussi, et donc les innovations aussi dans le traitement. Madame Sablin. Il faut activer votre micro, Marie-Paul. Excusez-moi. Bonjour à tous. Donc, oui, effectivement. Bonjour. Au cours de ces dernières années, comme monsieur tu as dit, on a vraiment réussi à présenter le cancer du sein. Marie-Paul, on ne vous entend pas. On a peut-être un effet de oui. On ne vous entend pas très très bien. Est-ce que vous pouvez… Là, c'est mieux. C'est très bien. Ouais. C'est parfait, c'est parfait. Donc, je disais que, comme M. Fumolo l'a dit, on a vraiment réussi au cours de ces dernières années à mieux préciser et mieux caractériser le cancer du sein. Et donc, on ne parle plus de cancer du sein, mais de plusieurs types et sous-types de cancer du sein. Et ça, c'est vraiment parce qu'on comprend mieux la maladie que l'on traite. Et de fait, vu qu'on sait mieux ce que l'on traite, on a de meilleurs traitements à proposer. Et ces cancers métastatiques, ils peuvent survenir dès le diagnostic, enfin, ils sont diagnostiqués dès le début, ou alors ils peuvent survenir à plus ou moins longue échéance du diagnostic initial, d'où l'importance de la surveillance de la patiente, et puis aussi des symptômes qui peuvent alerter les patientes. Exactement. En fait, il y a à peu près environ 5% des patientes qui se présentent, donc qui ont un diagnostic avec une maladie d'emblée métastatique. Mais sinon, ce sont des patientes qui ont été traitées, qui avaient une maladie localisée et qui, au cours de leur surveillance, vont présenter une maladie, une récidive métastatique. Donc oui, il est important de surveiller ces malades et d'ailleurs, on a mis en place à l'Institut, donc il y a une sorte de carnet de surveillance avec un programme qui intègre tous les participants de la prise en charge des patientes. Donc il y a l'oncologue médical, le radiothérapeute, le chirurgien. Puis excusez-moi, on intègre aussi les médecins de ville, donc soit le médecin généraliste gynéco, pour que les patientes soient vues régulièrement par tous les médecins qui les ont pris en charge initialement. Mais sur les symptômes qui peuvent alerter les patientes, parce qu'on aura tout à l'heure le témoignage d'une de ces patientes et qui l'expliquera, elle avait certains symptômes, mais des symptômes qu'elle ne considérait pas, absolument pas, comme pouvant relever d'une pathologie comme le cancer. Oui, oui. Alors c'est là toute la difficulté, effectivement, et c'est pour ça qu'on a mis en place ce circuit de surveillance. Alors les symptômes peuvent être multiples, il peut y avoir des douleurs, alors des douleurs dorsales, et c'est vrai que bon, avoir mal au dos, c'est difficile de savoir si oui ou non c'est en lien avec le cancer. En voyant les professionnels, eh bien, on a des outils quand même. Une douleur qui ne cède pas avec des antalgiques simples, une douleur qui est prolongée, une douleur qui est anormale, doit attirer l'attention et doit motiver des explorations. Donc, et c'est doit vrai que pour inciter peut-être tout simplement une femme, si elle a des douleurs qui persistent, sans s'inquiéter à tort, mais peut-être demander conseil, demander se renseigner auprès de son médecin. Je pense que vraiment on est là pour les patientes, et donc si elles présentent des symptômes qu'elles estiment être anormales, eh bien elles doivent se référer aux professionnels et nous, avec notre interrogatoire, avec l'examen clinique, eh on verra si oui ou non c'est une douleur qui est atypique et s'il faut motiver des explorations. Donc il ne faut pas qu'elles restent avec des symptômes inexpliqués, et il faut vraiment qu'elles n'hésitent pas à consulter leur médecin référent, leur oncologue, leur médecin généraliste, qui sont là pour répondre à ce type de questions. Alors, vous avez évoqué les différentes formes de cancer du sein et le professeur Fumolo aussi, selon les organes touchés avec des métastases, selon les formes de cancer du sein, on va décider de la meilleure
stratégie, le meilleur traitement possible pour la patiente. Et ça s'effectue au cours ce qu'on appelle des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaires. Il en existe de spécifiquement dédiés pour les cancers métastatiques, voire pour des RCP spécialisés. Oui, on est vraiment les dossiers des patients, en fait, on ne décide pas, un oncologue ne décide pas seul dans son coin du traitement que va avoir une patiente. Tout est discuté avec nos collègues. Donc, on a des discussions 2 fois par semaine. Donc, c'est un staff sur les cancers du sein métastatiques pour savoir si les patientes pourraient être éventuellement éligibles pour des essais thérapeutiques, mais on va en parler un peu plus tard. On a des staffs dédiés, par exemple, pour les patientes qui ont des atteintes osseuses, avec des radiothérapeutes, des orthopédistes, pour essayer de prévenir les complications qu'ils pourraient éventuellement avoir, donc pour prévenir les complications osseuses de ces lésions osseuses. Donc ça, ce sont des staffs qui ont lieu une fois par semaine. Il y a aussi des staffs dédiés donc de radiothérapie et aussi de stéréotaxie, qui est une technique un peu plus précise de radiothérapie, plus spécifique pour des patientes qui ont des lésions de petite taille. Et donc ça également, ce sont des staffs qui ont lieu une fois par semaine. Donc vraiment, en fonction de la localisation de la maladie, des symptômes, les dossiers des patients sont discutés entre spécialistes. Alors, concernant le traitement médicamenteux, on a fait donc de gros progrès avec plusieurs classes de médicaments, à commencer par les thérapies ciblées par rapport à certaines formes de cancer. Oui, 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 oui. Alors c'est vrai que c'est vaste parce que comme on ne cesse de le répéter depuis le début de cette table ronde, il y a plusieurs types de cancers et le terme de thérapie ciblée englobe beaucoup de choses. Mais c'est le Par cas exemple, notamment par rapport aux cancers hormonodépendants. exactement, exactement. Alors, Ça, c'est même pris la place en première ligne de la chimiothérapie, les thérapies ciblées. Oui, 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 ça c'est vraiment une grande évolution qui était, alors qu'avant on avait plutôt tendance à dire si la patiente a des métastases, le traitement, le gold standard, c'est la chimiothérapie. Désormais, ce n'est absolument plus le cas. Les patientes sont traitées avec une association d'hormonothérapie et d'une thérapie ciblée. On appelle ça, c'est une nouvelle classe thérapeutique, des inhibiteurs de CD4/6, ce sont des inhibiteurs du cycle cellulaire, et c'est vrai que ça a détrôné la chimiothérapie, et que maintenant, rares sont les patientes en première ligne, donc qui entrent dans la maladie métastatique et qui ont un cancer hormonodépendant, qui vont être traitées par une chimiothérapie. Et ça fait, voilà, c'est vraiment notre traitement de référence. Et ça, c'est grâce au progrès, effectivement, de la recherche. Également des thérapies ciblées dans le cadre des cancers triple négatifs ou des cancers qui relèvent du gène BRCA. Oui, oui, oui. Alors, donc ce gène est souvent retrouvé dans ces fameux cancers du sein triple négatif, mais aussi il peut être présent dans des cancers du sein hormonodépendants. Et il y a des molécules qu'on appelle des inhibiteurs de PARP, qui sont des molécules que l'on donne, qui se prennent par voie orale de manière quotidienne et qui donnent chez ces patientes qui ont une mutation également des très bons résultats et qui nous permettent de ne pas proposer de chimiothérapie. Et il y a aussi une autre nouvelle classe de médicaments, c'est ce qu'on appelle les anticorps conjugués. Les anticorps conjugués, oui. Je vous en prie. Alors ça, c'est aussi très... Il faut c'est vraiment le principe. Oui, c'est vraiment le fruit là d'une meilleure connaissance de la biologie, parce que en fait, on va allier un anticorps et on va lier à cet anticorps une chimiothérapie. L'anticorps va servir de guide jusqu'à la cellule tumorale parce qu'il va reconnaître une sorte de drapeau, de marqueur qui est à la surface de la cellule tumorale. Il va se lier à la cellule tumorale, s'introduire à l'intérieur de la cellule tumorale et une fois
dans la cellule tumorale va libérer la chimiothérapie. Donc ça nous va permet renforcer l'efficacité. exactement, ça nous permet de délivrer au cœur de la cellule tumorale directement la chimiothérapie. C'est une très très grande avancée. On avait déjà un anticorps drogue conjugué dans les maladies HER2+, le TDM1, qui donne de très bons résultats dans cette maladie. Et là, on a un nouvel anticorps dans la maladie HER2+, et puis également un anticorps dans la maladie triple neg. Ce sont vraiment Il y a des résultats qui viennent d'être annoncés tout récemment, là. Hein. Oui, exactement. Oui. Cancer triple négatif. Oui. Et c'est vrai qu'on attend. Alors là maintenant, les autorisations, etc. Mais les résultats sont extrêmement encourageants. Et quand on voit comment fonctionnent ces molécules, on comprend qu'on ait d'aussi bons résultats parce qu'on cible la cellule tumorale. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'immunothérapie. Avec des résultats pour l'instant. Là, je dirais, on aurait eu cette table ronde il y a 2-3 mois, j'aurais été un peu plus enthousiaste. Là, je vais être un peu plus modérée parce que les résultats restent à confirmer. Voilà, on voit qu'il y a, on a eu là récemment un résultat d'étude qui était un peu décevant. Donc, il faut qu'on peaufine un tout petit peu la place de l'immunothérapie dans le cancer du sein. Et ça montre aussi toute la complexité de notre prise en charge. Et donc, que oui, il y a des essais, oui, il y a des résultats, mais aussi il faut mettre tout ça en balance et avoir un peu de recul par rapport à tous les résultats qu'on peut avoir. Donc, je pense que pour ne pas forcément recourir à une nouvelle classe de médicaments tant qu'une classe plus ancienne donne de meilleurs résultats. Oui, et puis il faut avoir des études qui confirment ou qui infirment, mais je pense que l'immunothérapie aura sa place, mais maintenant il faut elle reste à préciser. Et pour l'instant, on est encore en train de chercher, mais quels sont les meilleurs malades, quels sont les malades qui en bénéficieront le plus. On est encore là, les pistes de recherche sont encore ouvertes. Et on essaye aussi d'empêcher la résistance qui se développe au cours d'un traitement, notamment par rapport à l'hormonothérapie. Il y a une vingtaine d'essais cliniques en cours actuellement à l'Institut Curie, et le but, c'est d'y inclure un maximum de patientes. Comme vous le disiez au début, tous les dossiers des patientes sont tous discutés, et au cours de ces staffs, l'un des objectifs, c'est de voir s'il n'y a pas un essai qui est relevant pour la patiente. Et parmi donc tous ces essais, il y a effectivement des essais qui visent à évaluer des nouveaux traitements, réverser les résistances, etc. Mais oui, clairement, il y a plus d'une vingtaine d'essais en cours en situation métastatique. Et donc, ce sont des essais qui ont été discutés en amont. On n'ouvre pas les essais lorsqu'ils sont ouverts à l'Institut. C'est parce qu'on pense qu'il y a un intérêt pour les patientes. Et pour chaque patiente, eh bien, on se pose la question si oui ou non il y a un essai qui est relevant pour elle. Parce que on comprend de mieux en mieux les mécanismes qui peuvent intervenir, qui apparaissent en cours de traitement, de résistance et des choses comme ça. Exactement, on comprend mieux. Et puis la participation aux essais aussi nous aide les résultats, parce qu'on recueille des données, nous permet aussi de mieux comprendre la maladie. Mais c'est aussi, avec ces essais, de rendre ces traitements moins toxiques aussi pour la patiente, et donc de participer de sa qualité de vie, surtout dans le cadre d'un cancer du sein métastatique. Oui, alors ensuite, je pense qu'il faut peut-être remettre les essais thérapeutiques rapidement. Il y a 3 phases, les phases 1, les phases 2 et les phases 3. Ces 3 phases n'ont pas chaque fois les mêmes objectifs. Les phases 1, c'est vraiment, on est au début du développement de la molécule. On a
moins d'informations. La phase 2, on en a un peu plus. Et puis la phase 3, c'est plus une phase de confirmation. Donc, c'est vrai que lorsqu'on est en phase 3, on se focalise sur l'efficacité et également sur la tolérance, et on sait mieux manipuler les drogues. Et c'est vrai qu'on voit des patientes qui ont une qualité de vie, notamment dans notre unité, des patientes qui continuent à travailler alors qu'elles participent à des essais thérapeutiques et qu'elles sont dans des phases 3. Donc, la qualité de vie, c'est aussi l'objectif. Soigner, mais soigner avec la meilleure qualité de vie possible. Exactement. Et c'est quand je vois entre le moment où j'ai commencé à faire de la cancérologie et maintenant, on se retrouve à dire à des patientes, oui, le traitement que vous avez ne fonctionne plus, il va falloir changer de traitement, et des patientes qui me répondent, d'accord, docteur Sablin, il faut changer de traitement, mais je souhaite continuer à travailler, je souhaite garder mes cheveux, et donc il faut que vous me trouviez un traitement qui remplisse ces conditions. Et ça, c'était des discussions qu'il y a quelques années, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on ne pouvait pas avoir. Et effectivement, cette prise en charge la plus personnalisée possible et la plus complète possible. Merci beaucoup, Madame Sablin. Docteur Sablin, vous restez bien sûr en ligne avec nous parce que à la fin de cette première partie, on aura un temps pour les questions et vous serez sans doute sollicité. Donc, merci de rester en ligne avec nous. Et je m'adresse maintenant au docteur Carole Bouloc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du département des soins de support. Alors, les soins de support, je dirais, comme toutes les innovations dont on a parlé jusqu'à présent, les soins de support se sont énormément développés ces dernières années et ils participent aussi de cette qualité de vie de la patiente à travers de nombreuses disciplines. Et ces soins de support, ça n'est pas du tout anecdotique. La meilleure preuve, si je puis dire, c'est que vous les proposez aux patientes, vous en décidez avec elles, au cours d'une réunion de concertation dite d'accompagnement. Une réunion de concertation pluriprofessionnelle, oui, tout à fait, sur les soins de support. Je pense que c'est important de souligner ce point qui est qu'effectivement, les professionnels d'oncologie de l'Institut Curie passent du temps, bien sûr, avec les patients en consultation, mais aussi sans les patients au cours de réunions où tous les professionnels de soins de support sont réunis pour échanger sur la situation du patient et définir un projet de soins de support. Le plus personnalisé possible. Alors, exactement. Ces soins de support, ils comprennent des disciplines. Ils sont en direct là. Il y a quelqu'un qui interfère. Madame Bouloc, ces disciplines, elles sont très diverses. Ça va du soutien psychologique à l'aide sociale. Je me permets de vous couper et de redemander à tout le monde, s'il vous plaît, de bien vouloir couper son micro pour ne pas déranger l'intervention de Catherine. Interférer. Je vous remercie. Donc, Madame Bouloc, je disais, des disciplines très variées qui vont du soutien psychologique à l'aide sociale en passant par le yoga, la réflexologie, etc., etc. Absolument. Donc, c'est extrêmement vaste. Je pense qu'il faut quand même redire qu'il y a le panier, le socle des soins de support qui ont constitué cette discipline à sa création par la circulaire ministérielle de 2005, qui sont le soutien psychologique, qui est bien évidemment quand même un pilier majeur. Et je sais que nous avons parmi nous le docteur Ophélie Soulier, avec lequel on pourra en reparler. Tout à fait. Donc, je n'insisterai pas. Le soutien social, ne serait-ce que pour faire les démarches, pour obtenir le 100%, pour aider les personnes qui ont besoin de mettre en place d'autres types de droits sociaux permettant de financer des aides à domicile, permettant aussi d'aborder les difficultés financières qui sont, on en reparlera peut-être, mais aussi, une des problématiques que l'on peut rencontrer, que les patientes peuvent rencontrer avec un cancer du sein métastatique qui va durer, qui s'inscrit dans la durée et qui peut finir par provoquer ces difficultés professionnelles financières. Donc ça, c'est le service. On y reviendra aussi. D'accord. Voilà. Nous avons bien sûr les soins de support
au sens médical du terme, pour aider à gérer les symptômes. La douleur, bien évidemment, en premier lieu, qui est un des symptômes les plus fréquents. La fatigue. La fatigue étant le deuxième symptôme le plus fréquent. Donc ça, ce sont les soins de support. Et enfin, tout l'aspect nutrition, hygiène alimentaire, pour associer une activité physique adaptée pour avoir un bon état nutritionnel. Donc ça, je dirais que ce sont les 4 piliers des soins de support intégrés à l'oncologie. Alors, ces soins de support, ils se mettent en place à la demande de la patiente ou alors sur orientation d'un professionnel de santé qui vous signale une patiente et qui vous dit qu'elle aurait sans doute besoin soit de soutien psychologique à son avis ou d'une autre discipline pour l'aider à l'accompagner dans son parcours de soins. Alors, Madame Monnier, c'est une très bonne question et j'ai envie de vous répondre les deux. C'est-à-dire que nous avons d'une part une action de formation auprès des professionnels d'oncologie, notamment les infirmières. Je pense à l'hôpital de jour de chimiothérapie qui, pendant la perfusion, ont souvent du temps pour évaluer un petit peu les besoins de soins de support des patientes. Donc, effectivement, ces professionnels sont formés à repérer les besoins, à donner un premier niveau de réponse et à orienter vers les experts des professionnels de soins de support lorsque c'est nécessaire. Et puis, je dirais, nous avons aussi une mission d'aller vers les patients directement, de leur donner accès à ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique pour leur permettre de comprendre ce à quoi ils doivent être vigilants, à quel moment ils doivent s'adresser vers les professionnels de cancérologie de l'Institut Curie pour avoir de l'aide et du soutien qui est nécessaire. Donc, on a ces deux axes, une veille par les professionnels d'oncologie et une éducation du patient pour acquérir le plus possible d'autonomie pour repérer ses besoins et savoir comment demander et obtenir de l'aide. Et il y a un livret d'ailleurs très complet qui a été édité sur ces soins de support pour aider les patientes dans leur démarche. Je vous remercie. On y a beaucoup travaillé. On a essayé de faire quelque chose à la fois de simple, mais à la fois d'instructif et d'informatif. Et l'idée, effectivement, c'est que dès son entrée à l'Institut Curie, au moment de ce qu'on appelle la consultation d'annonce, ce livret soit systématiquement remis pour que déjà signifie à la patiente que les soins de support existent à l'Institut Curie et que ce sont des ressources possibles pour aider à trouver des solutions lorsqu'on traverse des difficultés, ce qui est en réalité quand même assez fréquent quand on a un parcours de cancer du sein métastatique. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure plusieurs disciplines et notamment l'importance de l'activité physique. Il ne s'agit pas de… C'est quelque chose de très sérieux parce que ce n'est pas simplement pour occuper, si je puis dire, ou distraire les patientes de leurs soucis. Exactement. C'est quelque chose de très sérieux, comme vous dites, parce que, en fait, c'est les deux, en fait. C'est un moyen d'obtenir une meilleure qualité de vie, tant il est vrai que lorsqu'on a un bon état de conditions physiques, on se sent mieux, on a souvent moins d'effets secondaires, on dort mieux, on a moins d'asthénie, on a plus d'appétit, etc. C'est une spirale positive absolument très importante. Voire ça aide à l'efficacité de son traitement. Et c'est ce que j'allais dire, deuxième partie, ce n'est pas seulement un traitement pour améliorer la qualité de vie, c'est un traitement contre le cancer, l'activité physique. Donc, il y a aussi cet aspect de bénéfice sur les traitements, ça potentialise l'efficacité des traitements oncologiques, et ça a été démontré dans le cancer du sein, ça diminue la fréquence des récidives locales et des récidives métastatiques avec une augmentation de l'espérance de vie. Donc, on a cette double injonction avec l'activité physique, enfin, cette double mission de l'activité physique, cette double bénéfice, à la fois un bénéfice sur la qualité de vie et faciliter le parcours de traitement oncologique et à la fois un bénéfice sur l'efficacité des traitements oncologiques. Mais ça a été démontré dans une étude menée comme quand on prouve l'efficacité d'un médicament. Absolument, ça a un bénéfice sur la survie de pas loin de 10% à 10 ans dans le cancer du sein. Donc, c'est vrai que c'est tout à fait conséquent et notable. Et c'est peut-être un message qui n'est pas assez connu des patients. En tout cas, voilà, c'est notre rôle au département de soins de support et avec en partenariat avec les oncologues
c'est inscrit dans le livret de soins de support, cette information essentielle est bien sûr inscrite. Les oncologues le répètent aussi régulièrement. Et voilà, l'idée, c'est que cette connaissance est la condition numéro 1 pour être motivé, pour faire quelque chose qui est difficile, c'est-à-dire les recommandations, je vous le rappelle, c'est 5 fois 30 minutes par semaine. Tout au long de la vie. Donc, c'est pas un objectif aussi facile que ça à atteindre, surtout pour des patientes qui n'avaient aucun antécédent sportif, si je puis dire, un peu de Et à qui surpoids. on Donc, disait autrefois, reposez-vous surtout. Absolument, absolument. Ça, c'est vrai que clairement, pendant des années, on a toujours dit aux patients, vous êtes fatigués, c'est normal, reposez-vous. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que maintenant on peut dire, c'était une erreur de s'exprimer comme ça. Et je pense que de ce côté-là, les médecins, les infirmières ne s'expriment plus comme ça. Alors, bien sûr, il faut savoir s'écouter. Attention, il ne faut pas se maltraiter, hein. Il est aussi normal de On sentir de la adapte à fatigue, de chaque faire fois. la sieste, voilà. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas rester inactive et qu'entre des temps de repos, il faut placer 1 heure de marche à pied ou une demi-heure de vélo d'appartement ou autre sport qui sera préféré selon les goûts et selon les possibilités pratiques de chaque patient. Et l'alimentation, vous le disiez aussi, est très importante. L'alimentation est très importante et surtout, j'allais dire, l'alimentation est une source d'inquiétude majeure pour nos patients. Donc là, je dirais qu'on a mis en place des conférences à l'Institut Curie qui maintenant sont transformées en conférences Zoom hein, parce que crise sanitaire, Covid oblige, on ne peut plus Oui. réunir 50 patients dans un amphi. Mais ça a beaucoup de succès parce que je crois qu'il y a une énorme demande. Avec aussi pas mal de faux bruits qui courent sur des régimes hypoglucidiques ou le jeûne prolongé qui pourrait aider à surmonter le cancer. Donc ça, on essaye beaucoup de faire passer le message que non, mais qu'une alimentation équilibrée est bien sûr importante, mais c'est-à-dire équilibrée, et associer une activité physique adaptée. Donc ça, je trouve qu'on trouve pas mal d'informations en ligne sur le site de l'Institut Curie, de l'INCa, de la Ligue contre le cancer, et c'est évidemment très important. Et juste une dernière chose, Madame Bouloc, vous l'évoquiez, certains préconisent des régimes ou d'autres choses. Soins de support, ça ne veut absolument pas dire abandon de son parcours de soins médical. Ah bah ça, tout à fait. Je pense qu'on peut parler d'approche complémentaire, mais le mot que j'ai envie de supprimer de tous les discours, c'est celui d'approche alternative, les traitements alternatifs. Je pense qu'il n'y a pas d'alternative au suivi oncologique standard dont il existe des référentiels absolument officiels. Par contre, effectivement, on peut tout à fait avoir recours aux approches complémentaires qui sont, je dirais, de 2 grands types. Les approches dites psychocorporelles, j'entends par là l'hypnose, la sophrologie, la relaxation, la méditation, qui sont d'ailleurs des approches parfois bien étudiées par des études cliniques scientifiquement robustes et qui ont montré une efficacité pour l'amélioration de la qualité de vie et la diminution de certains symptômes, la diminution des effets secondaires, notamment de la chimiothérapie, les nausées, la fatigue, les troubles du sommeil. Donc ça, c'est quelque chose que nous préconisons. Nous encourageons les patientes qui souhaitent y avoir recours à le faire en les aidant à trouver un parcours, puisque vous savez que le problème essentiel de ces approches complémentaires, c'est la dimension économique. Il n'y a pas de tarification dans la classification de la sécurité sociale, donc pas de remboursement. Donc il faut trouver des ressources et nous essayons d'aider les patientes à trouver des solutions. Problème. Évidemment. Évidemment. Docteur Bouloc, vous restez bien sûr en ligne avec nous et vous avez évoqué tout à l'heure l'éducation thérapeutique du patient. Docteur Evelyne Renaud-Tessier, vous êtes la responsable médicale de ce qu'on appelle l'UTEP, l'unité transversale d'éducation thérapeutique du patient. Alors, on sait que dans une maladie chronique comme le cancer du sein métastatique, c'est difficile de suivre son traitement au long cours avec tous les effets que ça peut avoir, d'où l'importance de cette éducation thérapeutique. En quoi cela consiste précisément, s'il vous plaît? Oui, merci de présenter ce sujet. Donc,
L'éducation thérapeutique des patients, elle est née, je dirais, dans la directe interface du département d'oncologie et du département de soins de support, dans un contexte, on l'a dit, M. Fumelot l'a rappelé dès le départ, Mme Sablin aussi, sur l'amélioration des traitements oncologiques, qui a transformé la maladie en maladie chronique et puis qui a amélioré conjointement aux soins de support intégrés un certain nombre de symptômes et donc de qualité de vie. Et l'éducation thérapeutique, elle vient mailler finalement tout ça en répondant aussi à une dimension sociétale du patient qui est aussi en demande. Marie-Paule Sablin le rappelait, il y a des entretiens avec les patients, des demandes des patients qui sont transformées aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est par l'apprentissage, par le partage des connaissances, de permettre aux patients de s'orienter et de diriger lui-même en partie son parcours, bien sûr épaulé par les différents professionnels. Il ne s'agit pas de se déresponsabiliser, bien sûr, des responsabilités médicales, mais bien d'aider le patient à orienter et à faire ses choix. À s'approprier en quelque sorte son parcours de soins. Oui, alors pour être plus précise, ça c'est un peu le côté général. Donc c'est un concept qui est né pour les maladies chroniques type diabète, type insuffisance cardiaque. Donc on l'adapte depuis quelques années au parcours oncologique. Et pour être concrète, par exemple, quand vous ressortez avec une ordonnance de traitement de la douleur qui a 3 lignes, eh bien c'est pas évident de savoir ce qu'on fait derrière. Donc c'est d'avoir par l'intermédiaire d'ateliers d'apprentissage, des apports de connaissances et de savoir se repérer. Donc ça, c'est des acquisitions de connaissances techniques, je dirais, donc mieux connaître ses traitements, mieux savoir, y compris… Interpréter un bilan sanguin. Exactement, savoir interpréter un bilan sanguin pour ne pas être perdu quand le résultat arrive. On a vu le nombre des appels diminuer dans les services parce que les patients savent mieux se repérer si on leur explique des choses, ces choses-là. Et puis, c'est aussi aller sur savoir poser des questions à son oncologue. On sait que les consultations sont courtes, on sait qu'on a beaucoup d'informations complexes à entendre. Eh bien, c'est savoir repérer des éléments sur ces projets. On a parlé du retour à l'emploi. Oui, c'est savoir que c'est possible, mais savoir comment faire, ça pose d'autres questions. Et l'idée, c'est de mettre en place des ateliers individuels ou collectifs pour utiliser de la pédagogie et des dynamiques de groupe de manière à ce que la personne puisse choisir, décider s'il y a des alternatives de traitement, qu'elle puisse se positionner. On parlait des douleurs inhabituelles. Quand on a dit ça, qu'est-ce que ça représente exactement? C'est-à-dire qu'on a un atelier spécifique, par exemple, pour les patientes qui ont des métastases osseuses qui vont durer sur plusieurs années. C'est très compliqué de démêler au niveau de douleurs dorsales lambda, celle qui justement va être inhabituelle et qui va occasionner un examen médical. Bien, par exemple, on a un atelier qui est animé par notre neurochirurgien et qui permet aux patients de comprendre qu'est-ce que c'est que ce concept de douleur inhabituelle et de pouvoir mieux le repérer si jamais ça lui arrivait. Donc, on pense qu'on optimise aussi le parcours de soins comme cela. Mais ça se fait après un bilan individuel qui est établi avec chaque patiente. Voilà, alors le concept très innovant à l'Institut Curie, c'est effectivement d'avoir réalisé un parcours très transversal et très intégré au parcours de soins. C'est-à-dire qu'on met en place ce qu'on appelle un bilan éducatif partagé entre, donc là en individuel, entre la personne qui le souhaite, elle peut spontanément le demander ou être orientée par un professionnel. Elle est reçue par un professionnel formé à ce qu'on appelle la posture éducative, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la prescription, mais bien dans la réception et dans l'écoute des besoins de la personne. Et puis, on regarde avec elle sur quoi elle a envie de travailler, sur quoi elle a envie d'améliorer sa qualité de vie. Et donc, tout le monde n'est pas concerné par le retour à l'emploi ou tout le monde n'a pas envie d'y penser à ce moment-là. L'idée, c'est de ne pas faire des injonctions, mais de répondre, aujourd'hui, ce qui préoccupe, c'est l'alimentation. On regarde effectivement si l'atelier
objectifs attendus par la personne et on dresse un parcours éducatif sur quoi la personne souhaite apprendre, améliorer ses connaissances, ses partages, sur quoi elle a envie de travailler, mieux gérer ses médicaments. Il faut aussi comment dire, laisser des personnes qui n'auraient pas, voilà, chaque personne n'a pas toujours envie d'être autonome. C'est aussi important d'être accompagné. Enfin, ça n'enlève l'un n'enlève pas l'autre, mais d'être c'est bien de volontaire. respecter, voilà, la demande et les besoins. Et Donc, ce qui est important aussi, c'est que les professionnels de santé apprennent des patientes à l'occasion de ce parcours d'éducation thérapeutique aussi. exactement. C'est un partage, c'est vraiment un partage. Alors bien sûr, on apprend tout au long de notre carrière, de nos patients et ça, c'est un déroulé constant. Mais à l'intérieur de ces ateliers, eh bien, puisque ce ne sont pas des groupes de parole, ce sont vraiment des choses structurées, avec des objectifs, d'apprentissage, eh bien déjà dans la préparation, ça permet aux professionnels d'avoir un langage commun sur les messages que l'on donne, et puis, le retour des patients dans ces ateliers, sont souvent, précieux et on apprend, et c'est pour ça que l'atelier collectif, c'est parce qu'il y a aussi des échanges de petites techniques, de choses qui se passent à la maison qu'on ne perçoit pas, et donc du coup, on apprend, des tas de choses de nos patients qui se répondent entre eux, qui nous disent: «Ah mais moi je fais comme ça depuis longtemps». Alors dans l'atelier, et c'est pour ça que c'est important que ce soit des professionnels de l'Institut Curie, qui, animent ou co-animent parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les biais, les mauvaises connaissances, c'est-à-dire les mauvaises, appréciations. On entend dans la presse, le docteur Bouloc le rappelait tout à l'heure sur les régimes inadaptés, et bien évidemment, il y a des croyances sur lesquelles il est important que l'on revienne et qu'on explique. Donc ça permet bien sûr C'est de claircifié. voilà, donc ça c'est important, mais à l'inverse, on apprend des tas d'organisations. Les personnes vivent chez elles et donc on apprend des tas d'organisations, de réponses à des problématiques que l'on découvre aussi dans ces ateliers. Et que vous pouvez ensuite faire partager à d'autres patientes. Exactement. Et ça, c'est vraiment très enrichissant pour, les professionnels aussi. Ce sont des temps très particuliers, voilà, de partage avec un objectif, d'apprentissage, sur des connaissances et des savoir-être, mais finalement, on reçoit beaucoup aussi dans ces ateliers-là, côté professionnel. Combien de patientes à ce jour bénéficient de cette éducation thérapeutique que vous leur Alors, proposez? oui, alors c'est un projet qui est assez, nouveau, donc ça fait, un petit peu plus d'1 an maintenant que le format, est construit, que la plateforme, existe et donc l'année dernière, nous avions eu 419 patients, qui ont, participé à ce parcours. Donc c'est un enjeu pour nous de permettre l'accès à un plus grand nombre, de personnes. Alors il y a plusieurs enjeux, il y a aussi probablement un enjeu un petit peu culturel aussi, ce positionnement de demander pour les personnes, je veux dire, qui ne sont pas forcément habituées, c'est-à-dire qu'on est habitué à recevoir des rendez-vous, on n'est pas forcément habitué en tant que patient peut-être à demander des rendez-vous et à prendre position, c'est pas toujours évident. À prendre les devants. Voilà, prendre les devants. Donc ça, je pense qu'on a aussi une culture de ce côté-là. Et puis, on a aussi un dimensionnement à articuler avec les soins nécessaires et obligatoires et à trouver la bonne place. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on trouve le bon dimensionnement parce que les parcours sont complexes, articulés, avec beaucoup de demandes. Donc les ateliers, c'est quand même des temps de présence, des déplacements. Et il faut qu'on trouve aussi le bon dimensionnement pour l'articuler dans ces parcours complexes. Donc on a encore beaucoup de développement à avoir, mais notre objectif, c'est effectivement que l'accès soit possible idéalement à l'ensemble des patients. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit y passer, mais que l'accès soit possible. Et c'est accessible également aux proches ou aux aidants? Alors aujourd'hui, c'est encore une réflexion pour nous, mais effectivement, on a, on est sensibilisés bien sûr de longue date à l'accompagnement, des familles, et des aidants et effectivement de ça est née l'idée de proposer un atelier spécifique, pour, ces personnes-là. Alors il n'est pas encore opérationnel parce qu'on a encore il faut qu'on finalise l'étude. Puisqu'on fait toujours un sondage pour vérifier quelles sont les acquisitions et les apprentissages qui sont nécessaires pour ces personnes-là. C'est-à-dire pour nous, pas projeter ce qu'on voudrait qu'ils sachent, mais bien
répondre aux besoins exprimés ou exprimables de ces personnes-là. Et puis ensuite, il faut qu'on ait un système d'accueil et puis qu'on mette en place une proposition adéquate. Donc on a des idées, c'est en réflexion, c'est pas encore plein opérationnel. Oui, oui, tout à fait. On aura une proposition dans les meilleurs délais. Merci infiniment, docteur Evelyne Renaud-Tessier. Et je m'adresse maintenant au docteur Ophélie Soulier. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous êtes médecin psychiatre du département des soins de support que l'on a un peu évoqué tout à l'heure avec le docteur Bouloc. Maladie au long cours, cancer du sein métastatique. Cela veut dire un parcours long, complexe, d'où l'importance du soutien psychologique pour, si je puis dire, gérer les notions très difficiles d'incertitude et de chronicité. Madame Soulier. Oui, effectivement, en l'occurrence, je pense que tous les collègues de l'unité de psycho-oncologie, donc qui est intégrée au département des soins de support, ont sont soucieux du moins d'accueillir, d'accompagner tous les mouvements adaptatifs et émotionnels que les patientes, auxquels les patientes vont se confronter dans leur parcours de soins global, et à différents moments de ce parcours et dans un certain nombre de dimensions différentes, que ce soit psychologique, parfois psychiatrique, comportementale, familiale, sociale et professionnelle. Je disais parcours difficile, et il y a d'abord en matière de soutien psychologique le temps d'après l'annonce, si je puis dire, une étape que l'on sait cruciale. Comment est-ce que vous aidez les patientes, si je puis dire, en quelque sorte à intégrer l'information de l'annonce de ce cancer? Vous le dites assez justement, l'annonce de la maladie, alors qu'elle soit localisée ou métastatique, va venir faire effraction dans la vie de la patiente, du sujet. Et le but, ça va être de pouvoir accueillir ce que ça vient générer comme mouvement, que ce soit en particulier les mouvements émotionnels et puis l'angoisse que ça vient générer pour aider ces patientes d'abord à les verbaliser, à les reconnaître et puis ensuite à les dépasser d'une certaine manière. L'objectif, c'est de leur proposer un espace d'échange où elles peuvent se sentir libres de revenir sur un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués au moment de cette annonce pour que ça devienne aussi plus réel. Parfois, ça permet de l'intégrer et puis de pouvoir leur permettre j'allais dire, de se raconter un peu pour pas à pas et peu à peu limiter les effets de rupture que constitue cette annonce. Mais il faut souvent du temps. Oui, bien sûr, et on sait bien que la temporalité psychique est plus lente que la temporalité des soins médicaux, des soins apportés dans le quotidien de ces patientes. Et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'après-coup, nous les psys. C'est parce qu'il y a une digestion psychique, une intégration, une élaboration qui se fait au fur et à mesure et pas toujours dans le temps du traitement, justement. Et dans le cadre d'un cancer du sein métastatique, on peut, après un Xème traitement ou après le deuxième ou un Xème, ressentir une lassitude extrême, une envie de baisser les bras. Et dans ce cas-là, comment effectivement aider? Alors, j'ai pas très bien entendu la fin de votre question, mais j'imagine en tout cas que l'idée, c'est de pouvoir effectivement laisser la place à la légitimité des différents mouvements émotionnels auxquels se confrontent les patientes, ce qu'elles traversent. Et on sait bien que dans les situations de cancer du sein métastatique, le parcours peut être parfois long, semé d'embûches, très morcelé à l'image des changements de traitement, de passer d'un traitement à un autre, de changer, de passer à un essai thérapeutique, puis d'en sortir. Enfin, on sait que ça peut être morcelé. Et le but de l'accompagnement que nous offrons, c'est d'abord de pouvoir créer une forme de lien entre tout ça, quelque chose qui reste constant, sur lesquels les patientes peuvent s'appuyer. Et je pense que ça, c'est quand même assez important. Et puis l'autre chose, oui, c'est de pouvoir
limiter, enfin de pouvoir, disons légitimer plutôt, les moments où elles peuvent avoir envie de baisser les bras, de pouvoir légitimer le fait que, bah, oui, il y a des choses qui sont difficiles, dans le parcours qu'elles vivent, et c'est pas pour ça qu'elles vont, arrêter de suivre le traitement, c'est pas pour ça qu'elles vont arrêter de venir en consultation, mais qu'elles puissent avoir un espace où elles sont entendues, y compris, dans les moments qui peuvent être, bah, plus difficiles, plus douloureux, voilà, de leur parcours. Oui, parce que pour autant, on n'est pas obligé de se sentir superwoman dans son parcours de soins, je veux dire. Bah, en l'occurrence, ça l'est encore plus c'est encore plus difficile lorsque ce parcours dure, des mois ou des années. On a toujours le sentiment qu'il faudrait qu'elles se battent ou, on entend beaucoup des mots comme, combattre la maladie, faire face et cetera. Alors oui, bien sûr, c'est on entend ça et dans la réalité, c'est sûrement important et en même temps, bah, c'est une le risque, c'est que ça les culpabilise aussi de ne pas être à la hauteur. J'entendais le docteur, Evelyne Renaud-Tessier dire, ou Carole Boulleuc en l'occurrence, dire, au sujet de l'activité physique, c'est important dans la prise en charge globale. Évidemment que c'est important, et en même temps, on peut se dire, c'est culpabilisant si j'y arrive pas, si je fais pas les 2 heures ou 3 heures par semaine qui me sont, enfin qui sont nécessaires pour, aller mieux et cetera. Donc l'idée, c'est de, bah, d'être, Chacune d'abord a d'être droit à son parcours. exactement, c'est très singulier. C'est, important que ce soit en accord, avec, bah, ce qu'elles ressentent et puis, s'écouter. C'est vrai que ça, c'est quelque chose d'important, pour s'ajuster au quotidien et faire en sorte que, bah, oui, qu'on n'y laisse pas trop de plumes. Parfois, c'est difficile, le lendemain est un autre jour, ça peut être mieux et cetera et cetera. Mais oui, il y a quelque chose de en tout cas, une forme de une alternance entre espoir, perte d'espoir, des moments où on se sent très en forme, d'autres moments où on l'est moins, et ça colle à la réalité du parcours de soins, des traitements et cetera. Mais dans le même temps, si je ne dis pas d'erreur, il y a 2 tiers des patientes qui vous consultent pour des soutiens psychologiques qui sont des femmes atteintes de cancer métastatique. Mais pour autant, si on n'en ressent pas le besoin, ça ne veut pas dire non plus que ça a quelque chose de pas normal, si je puis dire. Absolument pas. D'abord, effectivement, il y a enfin, ça va être, très singulier en fonction des personnes. Certaines ont d'ailleurs des suivis en ville, préalables ou, concomitants à la prise en charge du cancer et donc ne vont pas forcément venir jusqu'à nous puisqu'elles ont déjà, des ressources extérieures. Et puis, celles qui n'en ont pas et qui en ressentent le besoin, qui en formulent une demande, alors, on va les recevoir. Il est évident qu'il y a aussi plein de patientes qu'on ne reçoit pas parce qu'elles ne le demandent pas et c'est pas forcément un problème. Je veux dire, certaines peuvent trouver des ressources, à l'extérieur, autres, notamment dans la médecine intégrative, comme le nommait, le docteur Bouleux tout à l'heure, et qui peuvent tout à fait faire office, de soutien, d'accompagnement, dans les quelconques domaines, enfin dans tous les domaines qu'on a pu évoquer. Mais en tous les cas, il faut savoir qu'on peut toujours vous solliciter. Évidemment, que ce soit le patient ou les proches, on a une consultation, ouverte, et on répond, dans les délais, les plus raisonnables possibles, à chacune des demandes. Merci, docteur Soulier. Et je demande à Alizée Lacroix maintenant si elle a des questions, j'imagine, peut-être de toutes celles et de tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui suivent cette table ronde. Alizée. Oui, merci Catherine. Il y a quelques questions qui ont effectivement été posées dans le chat. Il y en a une ou deux qui ont déjà été traitées à l'oral par les prises de parole successives. Il y a donc une personne qui demande si le type de soins de support qui est proposé à l'Institut Curie diffère si on soigne une personne qui a un cancer du sein, cancer du sein métastatique, et comment s'adapte ce parcours de soins de support selon les deux maladies. Docteur Carole Boulleuc, cette question s'adresse à vous. Oui, alors en fait, sur le principe, il n'y a pas de différence puisque sur le principe, le recours aux soins de support est basé sur des besoins
que le patient va exprimer ou que le professionnel d'oncologie va repérer. Après, de fait, effectivement, la nature des besoins présentés par une patiente qui a un cancer du sein localisé et celle des patientes qui présentent un cancer du sein métastatique diffèrent. On n'est pas sur les mêmes problématiques. Dans la situation du cancer du sein localisé, je pense que la question du traumatisme ou en tout cas du stress provoqué par le traitement chirurgical local sur le sein, son impact sur les sentiments de féminité, sur l'image corporelle et sur les liens affectifs va être important. En ce qui concerne les cancers du sein métastatiques, on va être plus confronté à des problématiques de douleur, puisque une des localisations métastatiques les plus fréquentes est la métastase osseuse vertébrale. On va être confronté à ces problèmes de douleur, de syndrome douloureux chronique, aux problèmes liés, comme je le disais tout à l'heure, à la durée de la prise en charge qui peut provoquer des grosses difficultés professionnelles et financières, à la fatigue chronique, etc. Donc, de fait, effectivement, chaque type de cancer, d'une manière générale, provoque un profil de symptômes différents. C'est vrai. D'où l'intérêt de la RCP d'accompagnement. Absolument, de la RCP de soins de support et d'accompagnement au cours de laquelle le patient et sa situation singulière, puisque c'est toujours, comme le disait le docteur Soulier, une histoire particulière, va être présenté et on trouvera une solution vraiment personnalisée aux problèmes exposés et présentés par la patiente. On mettra en œuvre un projet de soins vraiment personnalisé. Alizée, peut-être une autre question? Oui, il y a eu 2 questions qui, vous avez déjà répondu un peu, Carole, là-dessus. Donc, c'est encore pour vous, Carole. Décidément, les soins de support ont du succès. Comment s'adapte le parcours de soins de support pendant la crise sanitaire actuelle? Vous avez dit qu'il y avait des choses qui étaient maintenues en ligne. Vous avez dû vous adapter en ligne, mais est-ce qu'il y a quand même des choses, d'autres activités qui sont maintenues en présentiel? Comment ça s'adapte voilà. Je pense que mes collègues, le docteur Renaud Tessier, le docteur Soulier, vont pouvoir expliquer aussi comment dans leur périmètre, elles ont pu faire une adaptation. En tout cas, cette question est très bonne. C'est évident que à cause du contexte sanitaire Covid, nous avons l'obligation nous avons une double obligation. Celle de la continuité des soins oncologiques et d'essayer de tout faire pour que les patientes qui doivent venir à l'Institut Curie ne renoncent pas à leur traitement et soient accueillies dans des conditions de sécurité maximum qui fait qu'elles ne vont pas prendre un risque de contamination Covid du fait de leur venue à l'Institut. Et ça, je crois que c'est important de le redire, que c'est un effort constant qui fait que oui, les soins de chimiothérapie, de chirurgie, de radiothérapie peuvent être administrés dans des conditions de sécurité tout à fait satisfaisantes. Mais d'un autre côté, nous allons essayer de tout faire pour que certaines activités de soins de support soient plus faites sur place, mais soit en téléphone ou en réunion par Zoom, pour éviter des déplacements qui peuvent être évités parce qu'il ne s'agit pas de recevoir un traitement oncologique qui peut se faire qu'à Curie, il s'agit de recevoir du soin de support qui peut se faire à distance. Et docteur Soulier, d'ailleurs, est-ce que vous avez mis, par exemple, des consultations par téléphone, par voie numérique? Oui, effectivement, en l'occurrence, pendant la période de confinement, beaucoup de consultations faites par téléphone, que ce soit pour les patients eux-mêmes ou pour les proches. Avec le déconfinement, on a rouvert évidemment les consultations en présentiel. Aujourd'hui, on est avec l'idée d'intégrer de plus en plus des téléconsultations, même si dans notre domaine de compétences, on aime bien avoir les gens en présentiel pour plein de raisons. On essaye de pouvoir proposer ça aussi, en tout cas en alternance avec les consultations sur place. Une autre question peut-être, Alizée, la dernière peut-être avant d'aborder la deuxième partie de cette table ronde. Oui, alors c'est une question qui est un peu spécifique et d'ailleurs après je pourrais mettre dans la conversation des liens vers le site curie.fr où on a déjà traité ces informations-là. En fait, il y a une personne qui nous demande peut-on parler
des conséquences des traitements sur le corps, les impacts sur la sexualité, quels soins de support et est-ce que ces soins de support sont donc pris en charge à l'Institut Curie? Est-ce qu'il y a des dispositifs de discussion dessus ou pas? Alors, les conséquences des traitements, est-ce que le docteur Sablin veut les évoquer? Docteur Sablin? Oui, excusez-moi. Je disais les conséquences des traitements, puisqu'on est déjà revenu sur les soins de support et le soutien psychologique par rapport aux conséquences des traitements et à leurs effets. Est-ce que par rapport à la question qui a été posée? Sur la sexualité, Marie-Paul, la question Oui. c'est sur l'impact des traitements sur la sexualité. Peut-être que le docteur Soulier aussi aura quelque chose à dire, je pense. Ouais. Il y en a un qui est certain, et c'est vrai qu'il y a que ce soit au stade métastatique ou au stade adjuvant, il y a vraiment des répercussions. Alors, j'avoue que ce sont des choses dont les patientes ne nous parlent pas forcément directement en consultation. Lorsqu'on évoque les traitements, elles évoquent plus d'autres types de symptômes plus généraux, des nausées, des vomissements, la perte de cheveux, mais la partie intime est moins assez peu évoquée avec nous. Mais on sait qu'elle existe. Peut-être davantage lors des soins de support, docteur Bouloc, ou lors du soutien psychologique, docteur Soulier? Docteur Bouloc. Oui, non, je vais laisser la parole à Ophélie parce que je pense que cette problématique est à mon avis, plus fréquemment évoquée au cours de la prise en charge psycho-oncologique, non? En l'occurrence, ça fait partie des thèmes Evelyne, abordés. ouais. C'est toujours facile de le faire et je comprends Marie-Paul qui dit que dans des temps de consultation assez courts où il faudrait parler du traitement, des conséquences du traitement, etc., les patientes et les médecins d'ailleurs n'ont pas toujours le temps et l'énergie d'aller questionner ce genre de choses. Donc, c'est peut-être davantage nous qui avons cette possibilité parce qu'on a l'avantage d'avoir des créneaux plus longs pour les échanges. Après, la sexualité, ça fait partie des choses évoquées, bien sûr, mais au même titre que tout plein d'autres dimensions de la personne humaine, quoi. Et donc, oui, bien sûr. Après, on en parle. Je vois que dans le chat, il y a marqué sujet tabou. Oui, c'est sûr, c'est pas facile de venir questionner ça. On est d'accord. Après, je pense que c'est important que les patientes puissent se sentir libres de l'évoquer, au même titre qu'il peut y avoir des douleurs osseuses, qu'il peut y avoir des problèmes de digestion, des bouffées de chaleur, etc. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils auront une réponse à donner très technique, pratique, avec un agir, j'allais dire, mais de Ça permet déjà d'aborder le sujet et puis d'orienter éventuellement. D'exprimer ça déjà, c'est déjà quelque chose. Et puis ensuite de pouvoir orienter éventuellement. Exactement, oui. Alors ici à Curie, on a l'idée d'essayer de mettre en place un parcours de soins, ou du moins d'intégrer la question de la sexualité et de l'intimité dans les parcours de soins. On y réfléchit, de comment est-ce qu'on pourrait éventuellement dédier une consultation pour ça. Après, évidemment, on fait le lien avec les collègues en ville pour orienter au mieux en fonction des problématiques que l'on peut repérer. Alors, Catherine, c'est un sujet abordé en éducation thérapeutique. Il me semble qu'Evelyne pourrait compléter le propos. Alors, en 2 minutes, Evelyne, remettez non pas que je pense que le sujet de la sexualité soit, si je puis dire, épuisé en 2 minutes, mais simplement pour tenir un peu le temps de cette table ronde. Mais oui, mais typiquement, ça fait partie de ce que je vous disais, de l'articulation et dans des zones aussi taboues, aussi complexes, aussi difficiles. Et effectivement, donc on a mis en place un atelier alors pour d'une part exprimer ses besoins en la matière et d'autre part déjà partager des solutions et des soutiens et des aides qui existent. Donc effectivement, ça s'est mis en place et pour libérer un tout petit peu la parole, eh bien, ça fait partie du bilan éducatif
partager, de lister justement les problématiques sur lesquelles les personnes se sentent à l'aise ou pas du tout, ce qui permet de s'orienter, c'est comme ça qu'on le formule, de dire j'ai besoin de travailler cet aspect-là ou pas. Et du coup, il y a un atelier sur effectivement le problème de l'intimité, de la sexualité, pour déjà avoir des éléments de réponse et de partage. Madame Renaud-Tessier, merci. On reviendra dans un deuxième temps aux questions à la fin de cette table ronde, mais je voudrais qu'on aborde la deuxième partie avec une patiente qui a bien voulu être avec nous aujourd'hui. Nathalie Chable, bonjour. Nathalie, votre micro n'est pas activé. Voilà. Donc, je voulais vous remercier d'avoir accepté de témoigner. Vous êtes à côté, et je les présenterai tout à l'heure, de plusieurs associations qui sont membres du collectif 1310. Mais votre témoignage, bien évidemment, est très précieux. Aujourd'hui, Nathalie, vous, dans votre cas, votre cancer a été diagnostiqué métastatique d'emblée. D'emblée. Tout à fait. Donc, il y a 5 ans. Donc, je me suis un soir déshabillée. J'ai donc mon téton était rétracté. Je ne connaissais pas, enfin, ça m'a un petit peu interpellée et je suis allée consulter. Et effectivement, grosseur. Et après, très vite, à l'époque, j'étais à la campagne, donc c'était compliqué. Et mon médecin généraliste a été vraiment très efficace, adorable et a pris en charge et donc a contacté un institut de recherche. Moi, j'étais sur Bordeaux et, à l'époque. Et donc, mammographie qui a donc confirmé une grosseur. À la suite, échographie qui a confirmé le foie. Et après, à Bordeaux, dans l'Institut de recherche, des examens complémentaires très rapidement qui ont confirmé que la hanche, la vertèbre. Donc voilà, tout ça en quelques semaines, effectivement. Mais Nathalie, vous me l'avez dit quand on s'est parlé au téléphone pour préparer cette table ronde, vous m'avez dit j'avais des douleurs depuis plusieurs semaines, plusieurs temps, mais je n'y prêtais pas attention. J'avais un autre problème en tête. Ça, c'était quelque chose qui, a posteriori, vous a paru important. Ben oui, parce que maintenant que j'y repense, j'ai encore retrouvé la radio, je l'ai là, enfin le compte-rendu de radio que j'ai fait en allant aux urgences, je dirais 2 mois avant. Je suis allée aux urgences parce que je toussais. Et quand je toussais, j'avais très très mal au dos. J'en pouvais plus. Je souffrais énormément. Donc je suis allée aux urgences tellement j'avais mal. Effectivement, on m'a fait une radio et on m'a répondu, j'ai le compte-rendu. Douleur arthro-cervicale, cervico-dorsale. Donc on m'a dit, voilà, ça doit être ça. Et puis bon, bah, je me suis dit, oui, bon, bah, c'est ça, on passe à autre chose. Et puis après, j'ai eu des douleurs à la hanche. Pareil, j'ai pas vraiment prêté attention, j'ai pas été consultée pour ça. Et puis, bah, j'aurais dû, mais bon, je ne pouvais pas savoir. Mais effectivement, ça, c'était à peu près 2 mois avant. Donc, oui, effectivement. C'était il y a 5 ans, Nathalie. Depuis, il y a eu des traitements et malheureusement plusieurs récidives. Oui, 2 fois déjà. Donc, au bout de 2 ans, après la chimio, la radiothérapie, une opération du dos, une récidive au foie. Donc, on a arrêté l'hormonothérapie. Donc, je suis passée à un autre traitement. Et puis là, début décembre 2019, alors pas pendant un contrôle, parce que je suis contrôlée, j'ai un contrôle tous les 3 mois à l'Institut Curie, mais parce que j'ai voulu consulter pour un problème à l'oreille. L'ORL m'a demandé de faire un IRM début décembre et effectivement une métastase au cervelet droit début décembre. Voilà, donc effectivement. Et Nathalie, c'est d'autant plus, si je puis dire, difficile pour vous que votre maman est décédée, elle aussi, d'un cancer du sein métastatique récemment. Voilà, il y a 3 ans, tout juste, juillet 2017, ma maman, qui avait eu un cancer 10 ans auparavant, un cancer du sein, qui a été sous hormonothérapie pendant 5 ans, et après, plus rien, après la pleine forme.
et a effectivement fait une récidive et est décédée il y a 3 ans. Et pourtant, vous m'avez dit, j'ai une bonne qualité de vie, je n'arrête pas de bouger. J'arrête pas, effectivement, j'arrête pas. J'écoutais là ce qui se disait. J'ai opté pour beaucoup de gymnastique, beaucoup de sport. Je marche beaucoup. La gymnastique, c'est tous les matins. La marche, quand je peux, la natation, quand je peux, du vélo. Je peux faire les 4 aussi dans la journée. Je fais beaucoup de choses. J'arrête pas. Et c'est très important et je m'en rends compte. Et puis, bien entendu, l'alimentation que j'ai complètement changé. Oui, radical. Radical, complètement. C'est-à-dire on en parlait là, justement. C'est vrai que les médecins, quand ils vous reçoivent, ils ne peuvent pas parler de tout ça. Ils n'ont pas le temps. Mais c'est vrai que moi, il y a 5 ans, on m'a dit mangez ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Bon, bah, très bien, ok, je me suis fait plaisir. J'ai pris beaucoup de poids. Et là, non. Mais je me fais plaisir, attention. Je fais attention à ce que je mange. Quand j'ai envie, je me fais plaisir. Je suis avec des amis, je me fais plaisir. Et j'ai radicalement changé mon alimentation. Oui, ça c'est sûr. Et pour vous, ce sport, cette alimentation que vous surveillez très étroitement, ça participe aussi de votre traitement? Bien sûr. Oh oui, bien sûr. Quand j'étais en chimiothérapie, en hormonothérapie, je ne faisais pas tout ça. J'étais dans mon lit, j'étais dans le canapé, je me plaignais, j'avais mal, je souffrais, je n'avais pas le moral. Mais là, franchement, ça fait un petit peu plus d'1 an et demi maintenant que j'ai commencé le sport et j'ai changé mon alimentation. C'est plus la même chose. Je revis, je me plains pas, franchement, j'ai plus de douleur, je marche, je suis en pleine, franchement, je suis en pleine forme. Vous entendre dire je ne me plains pas, c'est une sacrée leçon. Et il y a autre chose, Nathalie, qui est très important pour vous, parce que vous êtes adhérente de Repadonna, une des associations qui est présente avec nous et avec d'autres associations, mais c'est le partage avec d'autres patientes, justement. Donc, on fait donc le Café Donna tous les mois, on se réunit, et ça c'est très important. Pendant le Covid, on a continué, on fait même maintenant tous les 15 jours, et c'est très très important de pouvoir parler entre nous, parler de notre expérience. On peut parler d'autres choses aussi, hein. On n'est pas obligé de parler de notre maladie ou de la maladie des autres, on peut parler d'autres choses, mais c'est très important. Et on se retrouve une fois par mois normalement, mais là depuis le Covid, c'est tous les 15 jours. Et quand je ne peux pas assister, comme lundi prochain, je ne vais pas pouvoir parce que je serai dans le train, ça me manque. Donc, oui, c'est très important. Donc, l'importance de ce partage. D'en parler. Nathalie, vous restez bien sûr avec nous et le partage avec les patientes, on va en parler avec les associations qui sont avec nous et notamment avec Réseau Mon Cancer du Sein de Laure Guérou-Acola. Bonjour. Laure Guérou-Acola. Bonjour et merci beaucoup pour… Vous êtes la fondatrice donc de Patients en Réseau, Mon Réseau Cancer du Sein. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette table ronde très importante, je crois, aujourd'hui. Alors, vous avez mis en place au sein de Mon Réseau Cancer du Sein un groupe spécialement dédié au cancer du sein métastatique. Alors effectivement, d'ailleurs c'est pour ça que je suis, comme vous pouvez certainement le voir, aux couleurs du collectif 1310 aujourd'hui. En fait, comme le disait d'ailleurs Nathalie, et je la remercie d'avoir témoigné de son expérience, c'est différent d'avoir un cancer du sein métastatique que d'avoir un cancer du sein localisé. C'est pas tout à fait la même question et surtout on va vivre avec les traitements, les contrôles, avec plusieurs étapes, voilà, longtemps et toute sa vie. Et du coup, assez vite, on a remarqué qu'il y avait une demande justement de pouvoir se retrouver entre soi avec cette
de maladies métastatiques. Et ça explique pourquoi on a donc créé ce groupe dédié qui est donc à l'intérieur de Mon Réseau Cancer du Sein, qui est un réseau social qui est complètement indépendant des autres réseaux sociaux, j'allais dire grand public, qui est donc dédié aux patients et aux proches, qui est gratuit, qui est anonymisé, qui est sans publicité et qui est modéré par des patients experts et qui permet en fait l'échange entre patients, notamment quand on n'a pas de groupe ou d'associations locales qui permettent des rencontres dans la vraie vie, ce qui est évidemment ce que tout le monde préfère, mais qui permet en tout cas de favoriser ces échanges. Et de vivre ensemble ce cancer du sein métastatique. Tout à fait. Vous évoquiez le collectif 1310, Lorguero Acola. Il n'est peut-être pas encore bien connu de tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord qui il regroupe et quelle est sa vocation? Alors tout à fait, je pense qu'effectivement c'est une très jolie occasion de le présenter. Le collectif 1310, il est né en 2018 et il est né en fait justement de la réalité d'un certain nombre d'associations de patients investis déjà dans le cancer du sein. Donc, il y a Europadonna, il y a donc Juris Santé, Life is Rose, Étincelle, BRCA France, Vivre comme avant, et puis donc Mon Réseau Cancer du Sein. Et chacune de ces associations, avec ses missions propres et ses actions particulières, ont réalisé qu'il y avait vraiment un besoin particulier de mieux accompagner les personnes qui étaient touchées par un cancer du sein métastatique. Et donc, ça a été l'occasion de dire, au niveau international, il y a une journée internationale du cancer du sein métastatique qui est le 13 octobre. Il faut la lancer en France. Donc, en 2018, on a déjà donc créé ce collectif avec cet objectif, faire connaître cette journée, la mettre en place en France pour qu'au moins une journée pendant le mois d'octobre, qui est le mois de sensibilisation au cancer du sein, on fasse un focus vraiment sur les besoins, les progrès autour donc du cancer du sein métastatique. En attendant la création de cette journée, Laure, l'année dernière, le collectif a mis en place un questionnaire pour connaître les attentes des patientes sur l'annonce par rapport au temps d'annonce. Tout à fait. Donc l'année dernière, on a lancé donc avec toutes les associations du collectif une enquête qui était à la fois proposée aux patientes, mais aussi aux soignants, pour essayer de dire finalement ce qui visiblement est le plus dur des deux côtés du bureau, c'est l'annonce de la maladie métastatique. Et comme ça a été rappelé tout à l'heure au tout début de la conférence par le professeur Finolo, il y a à peu près 5% des patientes qui sont diagnostiquées d'emblée métastatique. Et pour les autres patientes, cette maladie, elle va arriver donc au détour d'une récidive. Mais par essence, on ne sait pas quand ça va arriver. Et puis d'ailleurs, on espère que ça n'arrivera pas. Donc en fait, il y a aussi la problématique de comment on annonce cette situation quand elle vous tombe dessus à un moment qui n'est pas forcément prévisible pour les uns et les autres. Et finalement, cette enquête, elle a vraiment apporté, je crois, des réponses intéressantes et surtout, elle a permis de voir que médecins et patients, j'allais dire, orientés vers quelques recommandations assez simples. La première, alors, je vais donc vous donner ces quelques indications qu'on peut retrouver sur le site si vous êtes intéressé de regarder plus en détail. Mais en gros, c'est une annonce où il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps parce qu'on a besoin de parler et de comprendre qu'est-ce que c'est la maladie métastatique. Ce n'est pas la même chose et ce n'est pas la même façon de se représenter cette maladie. Le deuxième point, c'était une demande de pouvoir avoir en fait 2 temps d'annonce. Ça se fait beaucoup dans la prise en charge au départ d'un cancer du sein. C'est-à-dire on est accueilli par le médecin et puis généralement on voit une infirmière d'annonce. En fait, on s'est rendu compte que les patientes qui récidivaient accédaient beaucoup moins à cette organisation-là et que c'était en fait une très bonne façon de faire. Donc, un premier temps où on dit ce qui se passe, mais c'est quand même un gros choc. Il y a un deuxième temps où on peut reprendre, reposer ses questions et avoir donc plein d'informations spécifiques. Et le troisième point, c'était de se dire finalement donc, que les patientes, elles ont exprimé le besoin d'avoir donc plus d'informations sur la maladie, de la vérité, qu'on puisse vraiment parler avec les vrais mots comme métastase, qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et puis, ce qui est ressorti beaucoup, et ce qui est déjà développé à l'Institut Curie, mais ce n'est pas forcément le cas partout, c'est justement de réorienter vers des soins de support.
quand on est dans cette période-là, généralement, on était dans une période de suivi. Donc, on n'était pas dans une période où on avait besoin de soins de support. Donc, c'est l'occasion de représenter qu'est-ce qui se peut présenter dans le centre de soins, mais aussi d'orienter les personnes vers la ville, c'est-à-dire les associations de proximité, les centres d'accompagnement, de mieux-être qui se développent. Hein. Il y a par exemple les maisons roses, l'atelier Connect G. Enfin, il y a plusieurs propositions un peu partout en France. On va pouvoir retrouver des soins de support en ville également. Et c'est très important de les reproposer aux patientes qui ne sont pas forcément connues. Votre souhait, en fait, c'est de pouvoir faire remonter ces besoins des patientes pour que ça puisse se traduire en initiative. Tout à fait. Et le dernier point qui est important, parce que c'est un point qui est crucial pour le vécu des personnes, c'est d'orienter vers une assistante sociale, un travailleur social, toutes les personnes en âge de travailler. Et non pas que les personnes évaluées comme précaires, parce qu'en fait, la maladie métastatique, elle bouleverse vraiment le projet professionnel des personnes qui sont dans cette tranche. Alors là, vous m'apportez une transition toute trouvée avec notre intervenante qui est Dominique Thierry, que je dis bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Laure. Dominique Thierry de l'association Jury Santé, également membre du collectif 1310. Vous êtes juriste spécialisé dans le droit de la santé et l'accompagnement socio-professionnel et coach professionnel. Alors, Laure Guérou-Acola vient d'évoquer toutes les difficultés, effectivement, par rapport aux situations professionnelles dans le cadre du sein métastatique. Vous accompagnez au mieux les patientes pour les aider dans ce parcours, justement, et voir à faire des choix. Dominique. Oui, effectivement. Alors nous, on va Vous m'entendez? C'est bon? Je vous entends, très bien. Très bien. Donc effectivement, nous, on va permettre à ces patientes de nous expliquer quelles sont effectivement les difficultés ou les questions qu'elles se posent. On va pouvoir identifier avec elles, mais de manière très, très personnalisée, en regardant leur contrat de travail, leur contrat de prévoyance, la convention collective de leur entreprise, faire le point aussi sur leur ouverture de droit aux indemnités journalières, ce qui va se passer si jamais à un moment donné, effectivement, elles arrivent au bout de ces droits aux indemnités journalières. Est-ce qu'il y a un passage en pension d'invalidité qui est possible ou pas, désiré, pas désiré? Bref, on va pouvoir leur répondre de manière très fine à leurs questions juridiques. Et c'est parce qu'on s'est rendu compte, dans le cadre de cet accompagnement juridique très fin et très personnalisé, qui intervient d'ailleurs dans certains établissements de santé en soutien ou en complément de l'assistante sociale, on s'est rendu compte que parfois, il y avait des choix à poser et que le choix n'est pas nécessairement facile. Et donc, c'est de là l'idée que nous avons eue de joindre, de permettre à ces patientes d'avoir également le soutien, l'accompagnement d'un coach professionnel certifié qui va les accompagner sur des temps de réflexion pour les aider à prendre, effectivement, à pouvoir poser des choix, effectivement. Et effectivement, choix pas forcément facile quand on envisage, par exemple, une reprise d'activité. Oui, tout à fait. Parfois, pour certaines patientes, effectivement, lorsqu'elles arrivent, notamment, on est très sollicité par des patientes qui sont relativement jeunes. Donc, bien sûr, la moyenne d'âge, on est à 60 ans et plus. On l'a vu au début des interventions. Mais nous, on est très sollicité par des patientes qui ont entre 27 et 52, 55 ans, je dirais. Donc, effectivement, ce sont toutes des personnes qui sont toujours en activité. Et pour certaines, malheureusement, on arrive vite au bout des 3 ans d'indemnité journalière qui sont possibles. Et à partir de là, il y a une proposition de pension d'invalidité qui peut être effectuée et qui va venir altérer la possibilité de travailler à temps plein, même parfois de travailler sur un temps partiel parce que ce n'est pas compatible avec l'activité professionnelle. Donc, la tentation pour un certain nombre de patients de refuser cette mise en invalidité et une prise de risque qui peut en découler, puisque là, si elles veulent pouvoir
si elles ont besoin de s'arrêter, il y aura plus nécessairement, il y aura plus de prise en charge par des indemnités journalières de la sécurité sociale. Donc le besoin de reconstituer des droits. Donc voilà, donc il y a vraiment beaucoup de questions, beaucoup de deuil à faire pour elles aussi. Une situation très complexe. Oui, c'est assez, voilà, donc effectivement, donc nous sommes plusieurs juristes à être spécifiquement formés aux pathologies métastatiques, hein, notamment dans le cancer du sein, et des coachs qui sont également spécifiquement formés de manière à pouvoir accompagner ces personnes, parce que pour certaines, effectivement, il va y avoir un deuil de l'activité professionnelle pour se diriger vers un autre projet personnel. Et puis pour certaines, c'est aussi mais le fait d'être confrontées à cette pathologie, elles sont aussi confrontées à une remise en cause de leur métier, à la recherche de sens. Et là aussi, elles veulent réorganiser leur vie. Voilà, réorganisation de leur vie professionnelle, et dans certains cas, on voit même des réorganisations de vie personnelle, parce que tout d'un coup, la confrontation à cette pathologie remet beaucoup de choses en perspective. Et donc, si on avait une vie familiale, enfin en tout cas conjugale, qui n'était pas complètement satisfaisante, eh bien pour certaines, c'est aussi effectivement revisiter ça aussi. Donc les coachs qui sont proposés peuvent à la fois permettre de revisiter et de travailler sur le projet professionnel, sur la prise de décision, sur la gestion du stress, avec parfois la mise en place d'actions confort. Mais également, on peut également proposer ces coachs peuvent aussi accompagner dans le cadre des questionnements qui peuvent intervenir au niveau de la sphère familiale. Et vous évoquiez la question du travail, qui est très importante, mais il y a aussi une autre question, et qui participe, si je puis dire, du projet de vie des patientes, c'est la question des assurances. Dans le cadre d'un cancer du sein métastatique, c'est une question particulièrement importante. Oui, c'est une question particulièrement importante. Alors, d'une part, on va avoir, comment dirais-je, on va avoir on peut avoir des questionnements par rapport à la mise en œuvre des garanties d'assurance, c'est-à-dire les personnes qui avaient déjà contracté un emprunt pour pouvoir pour acheter une maison, un appartement, peuvent rencontrer des difficultés par rapport à l'obtention des garanties de l'emprunt. Donc, on va les aider à obtenir ces garanties, parce que parfois, c'est un parcours du combattant, hein, dans la mesure où effectivement, on vous demande plein de papiers, on vous demande plein de comptes rendus, d'opérations, etc., etc. Donc, il n'est pas rare que nous, il y ait des personnes qui nous disent « moi, j'en peux plus de répondre à toutes ces questions », et on est là justement pour pouvoir prendre parfois le relais avec eux ou avec leur assistante sociale, de manière à ce qu'elles puissent obtenir leurs droits. La question qui est beaucoup plus complexe encore, c'est l'accès quand on veut, où on a été diagnostiqué avec une maladie métastatique et qu'on veut souscrire un emprunt. Là, tous les feux sont au rouge. Donc là aussi, nous, notre rôle, c'est de vérifier avec ces patientes la possibilité d'utiliser des garanties alternatives à l'assurance de prêt. Parce que tout le monde pense toujours prêt à l'accession immobilière ou prêt à la consommation, c'est en lien, il faut nécessairement une assurance, mais il peut y avoir des garanties alternatives qui peuvent être une caution. Certaines banques peuvent accepter le fait que la personne ait une prévoyance. Enfin voilà. Donc on va là aussi agir de manière très fine, de manière à voir si effectivement il y aurait la possibilité d'utiliser une garantie alternative pour quand même pouvoir accéder au prêt, ou si la personne est en couple, négocier avec la banque qui est l'autre, que le conjoint puisse porter l'assurance à 100% et pas d'assurance pour la personne atteinte de la maladie métastatique. Mais c'est clair et net que maladie métastatique, ça veut dire refus d'assurance de manière… Les assureurs sont extrêmement réticents. Oui, très réticents, effectivement. Et vous êtes également sollicité par rapport aux essais thérapeutiques qu'on a évoqués au début de cette table ronde avec le docteur Sablin. Les patientes vous sollicitent par rapport à cela?
Oui, alors certaines patientes nous sollicitent, alors certaines parce que elles veulent qu'on leur réexplique des choses. Le fait qu'on soit juriste, ça les sécurise un petit peu, voilà. Donc parfois elles souhaitent simplement qu'on réexplique parce que les documents sont assez longs, etc. Alors je sais que les médecins ils passent beaucoup de temps et tout ça. Il y a un temps effectivement d'explication. Il y a un temps d'explication qui est très long et comme j'avais eu l'occasion de vous le dire, moi j'interviens notamment à Gustave aussi, j'interviens également à l'hôpital Saint-Louis, donc je sais que voilà, il y a des temps d'explication extrêmement longs, mais parfois ça leur arrive quand même d'avoir quelques questions. Mais après, on a surtout les patientes qui ont eu un refus par rapport à une inclusion ou qui apprennent qu'il y a une ATU, mais elles ne rentrent pas dans la cohorte qui peut bénéficier de l'ATU. Là, on a des personnes qui nous appellent effectivement pour voir s'il y a des recours au niveau juridique afin d'obtenir l'inclusion. Et là, on a un rôle qui est très pédagogique, en fait, c'est de reprendre avec eux les aspects réglementaires, la nécessité effectivement de répondre aux critères pour pouvoir intégrer un essai thérapeutique ou l'ATU. Et puis, ça peut permettre là aussi, parfois, on fait accompagner de quelques séances en coaching pour que la personne puisse gérer la colère, en fait. Là, on est sur la gestion de la colère, en fait. Et en sachant qu'effectivement, comme le disait le docteur Sablin et le professeur Fumolo, l'Institut Curie, pour sa part, met tout en œuvre pour inclure au maximum les patientes dans les essais cliniques pour leur faire bénéficier des plus récentes innovations. Dominique, merci. Vous restez en ligne avec nous et je me tourne vers Gisèle Lerche de l'association Vivre comme avant. Bonjour Gisèle. Vous m'entendez peut-être, Gisèle Lerche? Alors, j'ai l'impression que Gisèle Lerche n'est pas forcément en ligne avec nous. Et donc, je vais m'adresser peut-être à Monique Charpentier d'Europa Donna, qui n'est pas davantage avec nous. Bon. Eh bien, ce n'est pas grave pour l'instant, elles nous rejoindront peut-être plus tard. Et Laure Guérou-Acola, alors je me retourne vers vous puisque je vois que vous êtes toujours en ligne avec nous. Et je voulais vous demander par rapport au collectif 1310, donc collectif dédié au cancer du sein métastatique, vous avez des requêtes bien précises. Alors, la mise en place, la création d'une journée dédiée, mais aussi des outils, si je puis dire, qui permettraient d'avancer. Tout à fait. En fait, donc, les associations du collectif 1310 se sont retrouvées autour de 3 grands axes de travail. Déjà, le premier axe, c'est de mieux connaître et de pouvoir avoir finalement plus de chiffres pour dire qui sont ces patientes. Le professeur Fumolo, là encore, l'a très bien dit. Ce qu'on connaît, c'est en gros 59 000 nouveaux cas de cancer du sein en France chaque année et malheureusement 12 000 décès de patientes chaque année. En fait, ce qu'on ne sait pas très bien aujourd'hui et ce pourquoi on aimerait, on va dire, progresser, c'est quel est le nombre des patientes qui vivent avec une maladie métastatique, parce que finalement, ce nombre, il grandit. Il grandit parce que les femmes vivent de plus en plus longtemps grâce à tous les progrès qui sont faits et aussi les soins de support et tout ce qui est mis en place pour les accompagner. Et donc, on aurait besoin de plus de chiffres déjà pour qu'on puisse reconnaître, même dans la vie, enfin, dans la société, cette population, on va dire, de patientes un peu spécifique parce qu'elle vit différemment avec sa maladie au long cours. Le deuxième axe, c'est un petit peu ce qu'on a fait avec notre première enquête sur l'annonce de la maladie métastatique. Et on va donc, on va dévoiler les résultats de l'enquête de cette année sur la charge mentale prochainement. C'est de... à l'occasion du 13 octobre, justement. À l'occasion du 13 octobre prochain, voilà. Donc, en fait, le deuxième axe, c'est vraiment de mieux accompagner le parcours de soins. Donc, voilà, travailler ensemble pour justement mieux connaître, en fait, les points de difficulté pour que, en fait, des deux côtés, on le sache et qu'on puisse aussi aider les centres de soins
à positionner peut-être des aides ou des soins de support ou des interventions à tel ou tel moment, en tout cas des points de vigilance. Et le troisième axe, il rejoint beaucoup donc les actions de Dominique, mais aussi les actions de Nathalie Savario avec Life is Rose, c'est donc maintenir la place dans la société de cette personne malade. Donc si elle travaille, ça va être autour du travail, mais plus globalement, ça va être rester dans la vie, rester dans ses activités, ne pas être isolé, être reconnu dans ce qu'on fait, être soutenu économiquement. Il y a quand même un grand risque, on va dire, de détérioration de la situation financière de ces patientes et indirectement de leur famille ou de leur, on va dire, cellule de vie. Et donc, c'est sur tous ces champs que les différentes associations apportent chacune, en fait. C'est ça qui est intéressant d'avoir ce groupe d'associations, c'est que chacune, avec les moyens qu'on a et nos savoir-faire, on essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Et je voudrais notamment souligner, parce que l'équipe de Vivre comme avant vient de lancer quelque chose qui est très important, notamment pour les patientes un peu plus âgées qui ne sont pas forcément connectées. C'est une ligne téléphonique dont vous allez peut-être parler. Je ne sais pas si elle est arrivée. Alors, je ne sais pas si je ne vois pas Gisèle Lerche de l'association Vivre comme avant avec nous. Non, mais Madame Brousse est là. Elle doit pouvoir intervenir. Madame Brousse, donc de l'association Vivre comme avant. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Je vous entends très bien et nous vous entendons très bien. Et donc, effectivement, Laure Guéroux-Acola y faisait allusion à l'instant. Votre association Vivre comme avant a mis en place une ligne d'écoute dédiée pour les femmes atteintes de cancer du sein métastatique. Voilà, c'est tout nouveau, c'est très récent. On s'est rendu compte que nous avions beaucoup d'appels de ces femmes et qui étaient, comme on vient de le dire, j'ai entendu lors de la table ronde, isolées, un grand besoin d'écoute, un grand besoin d'échange, et puis une grande détresse, hein, on peut le dire, au niveau émotionnel et psychologique, des grandes difficultés. Et donc Gisèle, malheureusement, je suis déçue, elle n'est pas là, mais Gisèle Lerche s'est proposée pour créer cela, et pour deux raisons. C'est-à-dire qu'elle a aussi les bénévoles dans l'association Vivre comme avant et on rencontre énormément de patients, mais c'est aussi qu'elle est socio-esthéticienne et qu'elle est amenée dans ce travail, hein, qu'elle exerce en tant que bénévole aussi, à rencontrer des femmes pour des soins de socio-esthétique. Et donc, elle a appris à mieux connaître leurs besoins et à mieux les écouter et avoir, hein, je dirais, l'empathie, hein, pour leur répondre. Donc, des soins socio-esthétiques qui ont été provisoirement suspendus en raison de la Covid, oui, tout à fait. Mais qui ont démontré tous leurs bénéfices. Ah oui, ça c'est sûr. Hein, ça, de toute façon, oui, ça c'est évident que c'est un peu un grand réconfort, hein, d'avoir accès à ces soins socio-esthétiques, à la fois en termes de bien pour la peau, mais aussi en termes de bien-être et de relaxation, et de pouvoir aussi échanger avec la socio-esthéticienne. Donc voilà. Alors, il y a cette ligne d'écoute spécifique avec Gisèle Lerche, qui est donc mise en place par Vivre comme avant, mais il y a aussi les visiteuses qui se rendent au chevet des malades, au chevet des patientes qui viennent d'être opérées ou qui sont en cours de traitement. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le rôle, c'est la mission essentielle des bénévoles de Vivre comme avant, c'est-à-dire qu'on va, dans un temps hors Covid, au chevet des patientes qui viennent d'être opérées d'un cancer du sein, d'une chirurgie mammaire. Et dans certains centres, nous allons aussi en hôpital de jour pour les femmes qui sont en traitement de chimiothérapie. Alors, les visites sont suspendues, certaines reprennent, mais de façon limitée. Mais là aussi, nous avons mis en place des expérimentations qui fonctionnent plutôt bien. C'est-à-dire qu'on téléphone aux patientes lorsqu'elles sont hospitalisées et tout ça, ça a été mis en place avec, je vais dire, l'appui indispensable et la motivation des cadres de santé, des infirmières, qui sont de tout à fait, je veux dire, partie prenante pour que nous continuions à rencontrer ces femmes hospitalisées. Merci Madame Brousse pour l'association Vivre comme avant. Est-ce que Monique Charpentier d'Europa Donna nous a rejoint?
Oui, oui, j'étais là, mais j'avais pas, je réussissais pas à mettre le son, en fait. Voilà. Bonjour, Madame Charpentier. Alors, Bonjour. membre du collectif 1310 que nous a présenté Laure Guérou-Acola, mais Europadona, comme son nom l'indique, non seulement est présent dans plusieurs pays d'Europe, mais à Paris aussi et dans des délégations régionales. Votre mission, c'est bien sûr le partage avec les patientes, comme les autres associations, mais vous insistez aussi beaucoup sur l'information des patientes. Oui, on insiste beaucoup sur, en fait, c'est militer, informer et soutenir Europadona, et informer avec des brochures. Entre autres, il y a une brochure, le cancer métastatique, où il est vraiment développé une brochure très complète. Très complète. Qu'on peut télécharger sur votre site. Oui, qu'on peut télécharger sur le site et qui reprend effectivement qu'est-ce qu'un cancer, qu'est-ce qu'une métastase. Il y a un glossaire, il y a les aidants, il y a toutes les problématiques que se posent des gens atteints de cancer métastatique et qui peut être un livret d'informations et de guides aussi pour les patientes en fait. D'autre part, donc il y a d'autres livrets, mais qui sont moins dédiés pour le cancer métastatique. Pour le cancer métastatique, on a fait l'année dernière, à l'occasion, enfin, comme pour le 13-10, dans toutes les délégations, on a fait une journée des patientes dédiée au cancer métastatique et qui était plus suivant les régions, soit médicales, soit sociétaires et bien-être. Et c'était un mélange des trois pour apporter un peu de cocooning aux patientes. Et vous faites aussi de la formation pour les patientes. Oui, c'est de la formation. Avec Nathalie Chable, qui a bien voulu nous faire part de son témoignage, mais qui nous a parlé de son témoignage de patiente, mais elle a bénéficié de cette formation. Oui, tout à fait. Oui, tous les 2 ans, en fait, il y a une information, enfin une formation plus une information pour les patientes cancer métastatique qui se passe à Milan. Donc cette année, comme elle ne pourra pas avoir lieu à Milan, c'est sur 2 jours et avec des conférences et voilà et des ateliers. Et il y a aussi, cette année, comme elle ne pourra pas avoir lieu à cause du Covid, elle aura lieu en virtuel pour les patientes cancer métastatique. Comme nous aujourd'hui. Merci Monique Charpentier. Alizée, je me retourne vers vous pour voir si vous avez eu d'autres questions donc, depuis la première partie de cette table ronde sur les associations et puis peut-être aussi sur la partie médicale. Alors, il y a eu des questions, mais comme le groupe s'organise bien, chacun répond quand une personne a des questions dans le chat. Donc, je trouve ça sympa. Donc, je n'ai pas de nouvelles questions par rapport à cette deuxième partie. Voilà, donc… Eh bien, donc, vous pouvez continuer à poser vos questions sur le chat. Mais moi, je voulais revenir vers vous, Nathalie Chable, qui avait bien voulu témoigner avec nous. Et je voulais vous demander ce que vous apportez justement des rendez-vous comme celui-ci et puis les rendez-vous d'Octobre Rose. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie beaucoup de choses. C'est de l'information pour toutes ces femmes qui en ont besoin. Moi, j'en apprends tous les jours sur le cancer du sein métastatique. On apprend plein de choses. C'est donc faire connaître. Oh là là, il y a tellement de choses. Là, vous me posez une colle. Ce mouvement de solidarité, cette mobilisation, est-ce que quelque part, ça
ça vous accompagne, si je puis dire, de savoir que effectivement, à l'occasion d'Octobre Rose, eh bien, les personnes pensent aux femmes qui sont atteintes de cette pathologie. Et puis c'est surtout qu'on n'est pas toute seule, on est nombreuses. Là, je vois plein de petits messages me concernant, ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'on est nombreuses. Donc c'est vrai que c'est très très important cet Octobre Rose, d'en parler, beaucoup d'en parler. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué cette année avec le Covid, mais avec les réseaux sociaux, je pense que ça va bien marcher. Donc, la preuve. La preuve. Donc voilà, non, il faut vraiment, c'est très très important. Il faut en parler. On va en parler. On va se faire entendre. Un grand merci, Nathalie. Un grand merci à vous. Et puis un grand merci à tous, à toutes les intervenantes et au professeur Fubolo d'avoir été avec nous pour cette table ronde. Je voulais juste vous dire, bien évidemment, qu'Octobre Rose se poursuivait et que vous pouvez retrouver l'Institut Curie ou les associations qui étaient aujourd'hui avec nous sur leur site ou à travers les réseaux sociaux. Et puis, l'Institut Curie a reçu pour Octobre Rose pas moins de 20 000 rubans en signe de solidarité. Et il y a un autre geste de solidarité, si vous le voulez, ou même pour les patientes. C'est si vous voulez faire un témoignage, si vous voulez écrire quelque chose, eh bien, vous pouvez le faire à l'initiative de Short Edition. Donc, n'oubliez pas, Octobre Rose se poursuit jusqu'à la fin du mois et nous restons tous avec vous.